Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Equinox Soir de ce jeudi 10 décembre 2020. Ce 10 décembre est justement jour de célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a 72 ans exactement, 58 États membres constituant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. À cette occasion donc, Fabien Hoffner, un chercheur sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Amnesty International, dénonce l'implacable répression des opposants au Cameroun ces derniers mois. C'est ainsi, a-t-il indiqué, que beaucoup se sont vus infliger des peines de prison sur la base d'accusations qu'il qualifie de fallacieuses alors qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit à la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Le chercheur à Amnesty International demande aux autorités camerounaises de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires massives et de libérer immédiatement les prisonniers de conscience. Madame, Monsieur, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec Julienne Berthe Bissaï. Juste derrière ce journal, ce sera le débrief, la deuxième partie d'Equinox Soir. Mais tout de suite, le fait du jour. Des dizaines de militants politiques arrêtés, détenus arbitrairement et poursuivis devant les tribunaux militaires, selon un chercheur Amnesty International, alors que le Cameroun se joint ce jour à la communauté internationale pour célébrer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour en parler, nous avons convié sur ce plateau des avocats et des observateurs membres de la société civile. J'introduis tout d'abord ici Maître Richard Tanfou. Maître, bonsoir. Good evening, Duval. Good evening to all the Cameroonians watching. Good evening to my co-panelists. You permit me use your studio to say thank you to all those who raised their voice to stand up for my rights when it was violated. And standing up for human rights when it's violated is standing up for humanity. Today we are celebrating the 72th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. I wish to say happy International Human Rights Day to all Cameroonians who are watching. Merci Maître Tanfo. Je rappelle que vos témoignages seront édifiants sur ce plateau ce soir, dans la mesure où non seulement vous nous ferez des témoignages, pas seulement comme avocat, mais davantage comme justiciable. On se souvient qu'il y a quelques jours encore, vous étiez dans la position de justiciable dans une affaire concernant les avocats interpellés ici à Douala. Merci Maître Richard Tanfou d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Vincent Yédé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie également de m'avoir invité. Alors, c'est toujours un plaisir de partager votre plateau et surtout nous faire intervenir un jour comme celui-ci, où on célèbre la journée internationale des droits de l'homme. Donc, et surtout qu'elle intervient à quelques jours de la libération du professeur Maurice Kamto, qui est un concurrent et un acteur majeur de la scène politique nationale. Donc nous sommes heureux qu'il revienne et qu'on continue à mener les combats que nous avons entamés ensemble. Et chacun dans son camp, bien sûr. Voilà, Vincent Yédé, vous êtes homme politique, vous êtes conseiller municipal PCRN à la commune d'arrondissement de Douala 3e et on pourrait avoir votre témoignage en tant qu'homme politique sur le regard que vous avez sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Nous allons également recevoir sur ce plateau Rodrigue Tchokodieu. Il est journaliste et en tant que reporter, journaliste bien évidemment, il déclinera quelques témoignages et partagera avec nous son expérience en tant que journaliste reporter pour ce qui concerne les questions de droits de l'homme et bien sûr notre quatrième invité, Maître Simon-Serge Kakak, avocat au barreau du Cameroun et président de l'association Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance. Messieurs, je voudrais commencer tout de suite, Maître Tanfou, par... C'est vrai qu'il y a eu plusieurs réactions qui ont été publiées ce jour à l'occasion de la célébration de la journée de cette célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Qu'est-ce qui retient votre attention de façon globale? Je rappelle qu'il y a eu cette sortie de ce chercheur
à Amnesty International, notamment sur le cas du Cameroun, où il insiste sur les cas de violation flagrante des droits de l'homme. Il parle des détentions arbitraires, il parle des personnes qui sont interpellées, arrêtées, qui sont interpellées de façon arbitraire, qui sont envoyées devant les tribunaux militaires et d'autres qui sont toujours sans jugement depuis plusieurs mois. Il y a également cette sortie de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, une déclaration signée par son président par intérim, le professeur James Mwangi Kobila, et qui revient notamment sur la perception que cette commission a sur la manière dont le Cameroun a géré par exemple la pandémie de coronavirus. Il y a un élément qui a retenu notre attention dans cette déclaration, c'est qu'on parle d'une stigmatisation des personnes vivant avec le coronavirus. En tout cas, c'est l'observation que cette commission a faite, entre autres. Alors vous, qu'est-ce qui retient votre attention? Quelle est votre première analyse de la situation des droits de l'homme au moment où on célèbre cette 72e, on commémore cette 72e édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Oui, les droits de l'homme, c'est un vaste champ et il y a plusieurs textes nationaux, même internationaux, où il y aura des droits de l'homme qui sont mentionnés. Mais lorsque je regarde le cas du Cameroun, pour donner une analyse globale, honnêtement, je pense que nous sommes en train de reculer, ou bien nous sommes en train de reculer depuis un certain nombre d'années. Parce que vous allez voir au quotidien que les droits de l'homme, ou bien ceux qui sont énumérés dans la Déclaration universelle de l'homme, qui sont même bien reprises dans notre constitution, dans le préambule, au quotidien, on s'efforce à ne pas respecter ces droits de l'homme. Et je peux vous dire que vraiment c'est regrettable. Aujourd'hui, au lieu qu'on devait être en train de célébrer que nous avons fait des avancées, nous au Cameroun, nous célébrons plutôt que nous avons fait un très grand recul parce que, voyez-vous, avec l'avènement de la crise anglophone, on voit au quotidien comment est-ce que les droits des citoyens sont bafoués. On a eu des élections, nous voyons au quotidien comment est-ce que les droits politiques sont bafoués. Et lorsque tu regardes les autres aspects de la vie économique, sociale, tu vois que vraiment tout ce qui est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dit même dans notre Constitution, au quotidien, on ne peut pas se féliciter que nous sommes en train d'avancer. Donc je pense que nous devons encore peut-être réfléchir davantage pour voir comment est-ce que nous pouvons se mettre au pas des autres pays où vraiment on vit vraiment les droits de l'homme et les libertés. Vincent Edé, vous en tant qu'homme politique, quel est votre regard sur la situation des droits de l'homme dans notre pays? La situation des droits de l'homme dans le pays, du point de vue d'un homme politique, en réalité, on a comme l'impression que on en tient quasiment plus compte. Et que lorsque c'est le cas, c'est comme une faveur qu'on nous accorde. Voyez-vous, les manifestations sont interdites, les marches sont interdites, il y a des hommes politiques qui sont aux arrêts, il y a des manifestants qui sont aux arrêts. Donc quand on observe tout cela, sans aller au fond, pour ce qui a pu les conduire, pour ce qui a pu faire en sorte qu'on les mette aux arrêts, nous pensons quand même que globalement, en tenant compte justement de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, de la liberté de réunion, on pourrait éviter toutes ces situations. Et surtout, lorsque ça nous revient, comme c'est le cas aujourd'hui, de quelqu'un qui est à l'extérieur et qui nous rappelle ce que nous vivons au quotidien, ce que nous savons déjà, ce que nous décrions. Vraiment, c'est une reculade pour l'image de notre pays et personne ne peut en être fier. Personne véritablement ne peut en être fier. Rodi Tchokodja, en tant que journaliste, vous côtoyez les hommes politiques, des responsables des organisations de la société civile. De votre point de vue, comment perçoivent-ils la situation des droits de l'homme dans le pays aujourd'hui? Bien, merci d'abord. Bonsoir à vous, co-panélistes et à tous les téléspectateurs.
sur le regard des hommes politiques que eux ils portent, bon, ça dépend de quel bord on est. Vous savez qu'il y a il y a la majorité présidentielle, il y a un parti au pouvoir, il y a les partis proches du pouvoir, il y a les partis alliés, et il y a une nouvelle classe de partis politiques qui se définissent comme étant des centristes, des personnes qui estiment que bon, il faut pas forcément aller être jusqu'au boutiste. On peut obtenir beaucoup dans la négociation, dans l'acceptation. On peut mettre entre parenthèses un certain nombre de droits pourvu que, bon, voilà, le pays ne bascule pas. Et maintenant, vous avez effectivement une autre branche du champ politique camerounais, des partis politiques qui estiment effectivement qu'il faut avoir la plénitude des droits et libertés qui sont reconnus et accordés aux citoyens, aux individus, aux associations, aux organisations. Et partant, il faut remarquer que ce n'est pas une volonté unilatérale du Cameroun de dire qu'il accorde tel ou tel droit et liberté à des individus, aux groupes des individus, aux associations, non. Il s'agit bien d'une charte des Nations Unies librement signée par les partis, ratifiée par les États. Donc, il ne s'agit pas d'une volonté unilatérale d'un État. Donc, voilà globalement le champ politique camerounais. Donc, vous avez le parti au pouvoir et ses alliés qui, pour eux, bon, enfin, tout va bien. Vous avez des partis centristes qui estiment que, bon, pas forcément besoin de tirer sur la corde déjà suffisamment raide avec le conflit dans l'extrême nord, les attaques de Boko Haram, avec la zone conflictogène de l'est du pays, frontalier avec la République centrafricaine et désormais avec les deux régions anglophones du Cameroun. Cette autre opposition-là qui estime qu'on n'est pas obligé d'en arriver là, et une autre opposition qui voudrait, elle, jouir de ses droits. Donc voilà le schéma global qu'il y a aujourd'hui relativement aux droits de l'homme. Mais maintenant, en tant que reporter, quand vous côtoyez les citoyens au quotidien, quand vous êtes sur le terrain des reportages, de la collecte des informations, quelle est la perception que vous avez eue? Non, la perception globale, si vous voulez, c'est que tant qu'il y a une certaine revendication qui reste, on va dire, acceptée ou acceptable, tant que ça ne dérange pas un peu, en fait, si vous voulez. Bon, globalement, tant que vous n'appelez pas aux manifestations publiques, vraiment, ça peut aller. Tant que vous n'appelez pas à vous regrouper pour revendiquer, ça peut encore aller. D'aucuns ont même dit qu'on a accordé une liberté parce qu'effectivement, on va faire remarquer que les partis politiques peuvent s'exprimer sur des antennes de radio et télé. On va faire observer qu'il y a des médias comme Equinox qui sont là, qui véhiculent un discours pas forcément pro-gouvernemental et qui ne sont pas inquiétés. D'aucuns vont dire que ce ne sont pas les libertés, c'est la liberté de bavardage qui est accordée. Donc, globalement, et c'est là où les droits de l'homme ont une difficulté ces dernières années, parce que des partis politiques, très clairement, ont voulu manifester dans la rue, comme d'autres partis proches du pouvoir ou au pouvoir, leur part de liberté, leur portion de liberté. Malheureusement, en ce moment-là, les droits de l'homme ont été confrontés justement à cette difficulté. Ils n'ont pas eu la possibilité de manifester. Et quand certains ont voulu braver, si vous voulez, l'interdiction qui leur était brandie sous le prétexte de troubles et de risques de troubles à l'ordre public, quand ils l'ont brandi, ils ont été en grand nombre et sur toute l'étendue du territoire, arrêtés, interpellés, traduits devant le tribunal militaire quand même pour terrorisme, tentative de déstabilisation de l'État, rébellion. Donc à partir de là, on se pose bien des questions. Quelles sont les libertés qui aujourd'hui sont reconnues, qui peuvent être exercées par le Camerounais? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui effectivement la liberté de s'exprimer simplement dans la rue? Donc on a l'impression qu'il y a un cadre qui est défini, il y a une ligne rouge qui est tracée. Tant que vous restez en deçà de cette ligne rouge-là, qui est de ne pas appeler aux manifestations dans les rues, même des manifestations pacifiques, tant que vous restez là, allez encore dans les médias, ça c'est encore à la limite, pour l'instant, tolérable, parce qu'on fait même très bien remarquer, même dans les sorties officielles, des officiels du gouvernement, tensent des médias, et pas avec des paroles voilées, non, avec des paroles très claires. Des médias sont tensés, pour l'organisation de la société civile aussi. Exactement. Oui. C'est-à-dire que, certes, on ne vous a peut-être pas embrigadé, on n'a pas scellé, mais il y a une pression psychologique, une pression morale, même par vos proches. Les gens vous disent, mais écoutez, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de franchir une ligne rouge? Est-ce que vous avez peur? Tout le matin, on dit, mais
telle position que tu as tenue, est-ce que tu es sûr que tu vas rentrer dans ton domicile? Donc, il y a cette pression-là qui arrive et qui font que physiquement, si peut-être vous êtes encore libre de vos mouvements, de vos faits et gestes, il y a que sur le plan psychologique, à un moment donné, on peut être atteint. Donc, il y a cette configuration-là qui existe et donc il faut en prendre compte. Maître Richard Tanfou, j'indiquais tout à l'heure à l'entame de l'émission, vous en tant qu'avocat, vous qui fréquentez les prétoires, vous qui êtes dans des commissariats, lieux de détention, la situation des droits de l'homme dans notre pays aujourd'hui. Yes, as a human rights lawyer, I live on a daily basis the violations or the applications of human rights of Cameroonians. But you see, we live in a country where we preach or we say that we are in a state of law, and in a state of law we believe that we have to respect the rule of law. But you agree with me that we are in a country that they can arrest you without summoning you, like my case. You can be arrested without any warrant. You are dragged before the court. Without no evidence, you are sent to prison. And without no evidence, you can be judged and sentenced. That is the typical daily life of a lawyer in Cameroon, where you have, on repeated occasions, constant violations of rights. Not only they may arrest you without a warrant, you may be tortured in your detention. You are even restricted access to a phone or to visit or to have an assistance of a medical doctor. And you see, we live that on a repeated basis, and it has been on a rise with the Anglophone crisis, where you have people who are kidnapped. After some time, you hear they are dead. That is, they take you and you stay incommunicado. That's violations of your rights. And of a sudden, they decide to take off your life. If they don't take off your life, you drag maybe to the military court, where you may fall or you may be charged with no evidence, and what can fall on you is either a life sentence or very heavy sentence. So on a daily basis, that is how we live human rights in Cameroon. And as a practicing lawyer, it's very, very difficult, because you don't understand that in a country where it is said that no matter the offense you might have committed, you are presumed innocent until proven guilty by a court of law. But from their arrest, or maybe from your police investigation, they already tell you that they already find you guilty. And even when you have government officials communicating, you saw the recent communication of the communication minister. He's acting as if he was the person to decide when to do. He says that very soon people will be released. So it is as if somebody is there, he knows that the law should be put aside. He's the one who is in command and dictates. And with that kind of reasoning, you feel that you are in a country which is more of dictatorial, because the rules that we have, which we think we should respect it, are not being respected. People sit in their high offices and decide when you have to be free, when they should arrest you, and how you should be Maître Richard Tanfou, vous avez souvent écouté d'autres analystes indiquer que ces cas de violation que vous évoquez sont des cas qu'on peut répertorier partout à travers le monde, même dans les États dits démocratiques. Vous avez entendu très souvent certaines personnes mettre en relief des cas de violation des droits de l'homme avec des situations qui ont fait le tour du monde il y a quelque temps. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques semaines maintenant dans l'affaire George Floyd. Il y a d'autres situations dans d'autres pays du monde. Pour autant, on estime que ce n'est pas suffisant pour indiquer qu'on est dans une situation de dictature. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'exagérer un tout petit peu? No, when we take examples, I think that you should be grading yourself on the progress you make, not on how you are degrading. I think we should be grading ourselves whether we are moving forward. It is true, we have human rights violations in other countries. It is happening. I'm not saying that Cameroon is an isolated country, but I think that Cameroon, being a country that has ratified international instruments, I think to have a good face with your partners or with the conventions you have signed, you should be able to clean your own house. Preach by example.
But now, when you want to say that, okay, you violate citizens' rights or human rights because in other countries they are also violating, I think that's not a good example. We should be in a position or in a posture that we try our possible best to make that citizens live freely. I should be able to speak here and have no fear of repression. But in Cameroon, we have discovered that just for you to ask that you want peace in a region or you want peace here, that's already another attack, or they will attack you for an offense, and if you are not serious, you'll be facing the military court for judgment. So that is the environment in which we are living in, where on a repeated basis, and like I said, human rights is a vast field. You see that when you look at the right maybe to health, nobody here can say that if he's sick, he's able to go to the hospital and they will attend to you. If you are sick, you go to the hospital. If you don't have money, you will die. So when you look at all those other aspects of human rights, you are tempted to believe that in Cameroon, we are not making any progression since 4-5 years behind. C'est vrai que lorsqu'on parle des droits de l'homme, c'est un domaine quand même assez vaste, parce qu'au-delà des droits politiques qui semblent retenir notre attention, ce soir, il y a également des droits économiques, des droits sociaux, mais on voulait faire un focus sur ces droits politiques puisque c'est le prétexte de cette émission avec cette sortie donc de ce chercheur à Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. D'ailleurs, il a demandé que les autorités camerounaises mettent fin aux arrestations et détentions arbitraires massives et que soient libérés immédiatement les prisonniers de conscience. Vincent Hédé, lorsqu'on écoute les témoignages des uns et des autres, notamment Maître Tanfou, est-ce qu'on peut avoir le sentiment que malgré les instruments juridiques nationaux et internationaux, malgré les institutions qui sont mises en place dans le sens de la promotion des droits de l'homme, je veux dire, est-ce qu'on peut parler d'un recul ou qu'il y a quand même une avancée remarquable en matière de promotion des droits de l'homme? En réalité, lorsqu'on observe la scène nationale, on a comme l'impression que le gouvernement est sélectif sur les droits qu'il accorde aux citoyens. Nous l'avons dit tantôt, le terrain est vaste, le terrain des droits il est vaste. Bon, on a comme l'impression qu'on laisse la liberté de s'exprimer sur des chaînes de radio, télé, la liberté de créer, la liberté de presse, donc de créer des maisons des entreprises de presse. Oui, des entreprises de presse, ça, on laisse cela. On donne la liberté, je ne sais pas, de créer des nouvelles écoles, de créer des instituts. Non, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, il y a certaines libertés qu'on laisse. Et là-dessus, on peut constater qu'il y a un progrès. Si on regarde seulement sur les 10 dernières années, on va constater qu'il y a un progrès. Mais il y a également un recul frappant sur le droit de manifester. Moi, je me rappelle à une certaine époque ici à Douala, nous avons vu le SDF marcher. Il y avait des journées où ils organisaient des marches et ils marchaient librement, encadrés par la police. Mais depuis exactement, depuis exactement 2008, les manifestations publiques sont devenues problématiques au Cameroun. Et c'est d'ailleurs à cause de l'interdiction des manifestations en 2008 par le gouverneur de cette époque-là, Fayengo Francis, qu'on s'est retrouvé avec les événements de février 2008. Donc, on a comme l'impression justement que le gouvernement a canalisé le champ des libertés sur le plan politique. Il y a un espace qui vous est acquis. Vous pouvez venir sur les chaînes de télévision, vous dites ce que vous voulez dire. La liberté de bavardage. Dites ce que vous voulez dire. Mais il suffit de vouloir mener une marche ou de vouloir tenir une réunion. Ils ont même poussé le bouchon loin jusqu'à interdire les mariages. Je crois que tout le monde ici a été témoin de l'interdiction du mariage, vraiment au prétexte du trouble à l'ordre public, qui est devenu un fourre-tout. Hein, ce trouble à l'ordre public là, qui est devenu un prétexte pour tout refuser, pour tout interdire. Et quelquefois, lorsque vous organisez une réunion ou une manifestation, et qu'on vous laisse la tenir
vous avez comme l'impression que vraiment c'est une faveur qu'on vous a accordée et que c'est une prime à une bonne conduite. C'est-à-dire si on redoute un seul instant que vous pouvez tenir des propos qui ne sont pas de nature à plaire aux dirigeants, ils ne vont pas vous laisser tenir cette réunion. Donc, pour me résumer, c'est à double vitesse que l'on peut constater l'évolution des droits de l'homme. Et même au niveau des prisons, on se rend compte que nos prisons sont de plus en plus pleines. À un moment donné, je crois il y a de cela 3-4 ans, le chef de l'État, dans ses déclarations, disait au Cameroun, il n'y a pas de prisonniers politiques. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des manifestants, il y a des hommes politiques qui se retrouvent en prison. Et on saurait dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc du coup, il y a une reculade sur ce point de vue-là. Rodi Tchokodieu, lorsqu'on regarde le rapport qui a été rendu public, notamment sur la situation politique au Cameroun concernant par exemple les questions des tensions, si on se limite seulement au mouvement du 22 septembre, on parle de plus de 500 personnes qui avaient été arrêtées pour des motifs divers, on s'en souvient, attroupement, réunion, manifestation publique, rébellion en groupe, tentative de révolution, attroupement aggravé, entre autres. On parle d'environ 160 personnes qui seraient encore en détention, parmi lesquelles des personnes qui ont été jugées devant les tribunaux civils et d'autres qui ont été renvoyées devant le tribunal, devant les tribunaux militaires. Certains estiment que ce sont des éléments qui ces jours-ci ont aggravé la situation et peuvent amener à conclure qu'en matière de droits de l'homme, notamment les droits politiques au Cameroun, il y a eu une reculade. Est-ce que c'est votre avis? Disons qu'il faut effectivement jeter un regard très froid sur cette question. Pour bien comprendre, parce que quelqu'un a parlé sur ce plateau de liberté des droits de l'homme à double vitesse, à géométrie variable. Et répondant aussi à une autre question, vous disiez tantôt, vous suggériez que bon, ça se passait un peu ainsi dans la plupart des pays, même aux États-Unis. On a très bien vu que bon, avec l'affaire George Floyd, bon voilà, on a sorti jusqu'aux forces de 4e catégorie, donc on parlait de cela. On a très bien vu qu'en France, oui, lorsque avec les gilets jaunes, il y a eu des arrestations, il y a eu effectivement répression, et que même quand certains Camerounais ont voulu manifester en Europe, il y a eu de la répression. On a utilisé les camions à eau, on a utilisé effectivement tout l'arsenal. Pour dire ce point de vue, que la vitalité des droits de l'homme n'est pas dans la faculté à reproduire ce que les autres font en mal, mais dans la capacité des États à corriger, parce que les droits de l'homme, c'est aussi une quête permanente. C'est-à-dire qu'il y a des avancées et par rapport aux époques, les contemporains de ces époques-là doivent conquérir aussi, effectivement, à un moment donné, leur liberté par rapport à cette époque. Donc, même en Occident, lorsqu'on voit la manière avec laquelle même les forces de maintien de l'ordre sont filmées, peuvent être poursuivies, on voit très bien que même là-bas, certes, ce n'est pas parfait, mais le système s'organise pour essayer de corriger de l'intérieur, d'éliminer, d'élaguer, si on veut, les brebis galeuses. Or, on a parfois l'impression qu'ici, le système organise justement, protège les personnes qui rament à contre-courant. Parlons justement de ces manifestations et celles des avocats, effectivement, parce qu'on se sera attendu, pour le cas des avocats par exemple, que lorsque la situation est dégénérée, il ait pu avoir, pour les forces du maintien de l'ordre qui étaient là, une certaine intervention, mais que par la suite, des personnes bien formées se soient dit non, nous ne pouvons pas intervenir de cette manière-ci. Parce qu'il faut le rappeler, le Cameroun dépense énormément d'argent pour la formation des forces de l'ordre sur les questions des droits de l'homme. Ils participent dans des séminaires, que ce soit les éléments de la police, de la gendarmerie, des douanes, des eaux et forêts. Ils participent à des séminaires où ils sont sensibilisés, où ils ont des modules. Il y a même des représentants dans ces organisations-là, dans ces corps-là, des droits de l'homme. Mais sur le terrain de la pratique, on a l'impression que non. Véritablement, on peut mettre tout ça à l'écart et aller... À quel niveau se situe la difficulté de votre point de vue? Où se trouvent les obstacles? C'est ce que je disais tantôt. L'obstacle peut être là, mais lorsque le système essaie de corriger, lorsque vous avez l'impression que le système essaie de s'amender à un moment donné,
de sanctionner des responsables, d'essayer de ramener tout le monde sur une ligne de conduite atteignée. Là, on peut se dire, un responsable peut-être régional, peut-être départemental, un commissaire de police, un commandant de brigade a peut-être été débordé, il n'a pas pu contrôler ses nerfs. Mais très vite, on a très vite que le système qui est là a corrigé l'erreur. Mais ici, on n'a pas cette impression. Et donc, on peut, au cours d'une manifestation, arrêter 500 personnes, des personnes qui n'ont même pas participé à la manifestation, simplement parce qu'on dit, bon, elles ont quand même encouragé la manifestation. On peut vous arrêter. Les personnes qui vous arrêtent, vous allez voir, au cours d'une année, elles ont participé au moins à 2 séminaires sur les droits de l'homme. Vous vous dites, mais attendez, comment on a pu financer le voyage de ces personnes, leur séjour, leur formation sur toutes ces questions de droits de l'homme? Mais parce que justement, c'est ça la préoccupation, c'est-à-dire qu'il y a des instruments juridiques qui ont été mis en place, il y a des formations, des séminaires qui sont organisés dans le sens justement d'amener les acteurs sur le terrain à pouvoir respecter de façon scrupuleuse ces droits de l'homme-là. Mais dans la pratique maintenant, il y a des dérives qui sont observées. Oui, énormément. Et c'est en ce moment on se dit que, est-ce que le système, au lieu de simplement faire la comparaison avec les États-Unis, ou même là-bas ça ne marche pas, est-ce que le système a effectivement, comme aux États-Unis, une volonté réelle de s'amender, de s'auto-censurer, de se bonifier en fait, de se dire, tiens, il y a une escouade qui a fait une descente où il y a eu des bavures, ça a mal tourné, on sanctionne, on réprime, on encadre, on corrige. On ne voit pas cette volonté ici. Et on peut arrêter les gens, du jour au lendemain, on les libère, sans pour autant que vous n'ayez vu une justification claire par rapport à leur arrestation, à leur libération. Donc j'ai comme impression, c'est un peu l'impression, les textes sont là, ratifiés, les équipes ont été formées, le personnel a été formé, il y a un personnel, il y a une ressource humaine qui a été formée, mais quand arrive le moment fatidique, eh bien, on ne respecte plus tout cela. On peut du jour au lendemain vous retirer une liberté, vous garder pendant 6 mois, 8 mois, et puis après vous libérer. Bon, enfin, c'est bon. Alors, à la maison. Maître Tanfou, il y a plusieurs cas qu'on aurait pu prendre pour essayer d'illustrer tout ce que nous sommes en train de dire. Vous avez d'ailleurs évoqué tout à l'heure au début de l'émission 2 éléments précis. Vous avez pris le cas de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec ce que vous avez considéré comme étant les violations flagrantes des droits de l'homme de ce côté-là. Vous avez pris le cas des élections avec certaines des cas de fraude qui ont été, de votre point de vue, enregistrés. Vous avez parlé de toutes ces élections de façon globale, mais de façon, je veux dire que lorsqu'on fait le récapitulatif et lorsqu'on pose le diagnostic, de votre point de vue, quels sont les leviers qui peuvent être les meilleurs aujourd'hui pour qu'on puisse monter d'un cran dans la promotion réelle de ces droits de l'homme, qu'on puisse se bonifier, comme l'indiquait tout à l'heure Rodi Tchokodieu? Il faut commencer par quoi? Oui, il faut commencer par comprendre que nous sommes égaux. Les hommes sont égaux, on a les mêmes droits. Le gouvernant ne doit pas se regarder être au-dessus de celui qu'il gouverne. On doit pouvoir rendre compte. Et lorsque ça ne va pas, qu'on essaie de discuter. Ce qui nous manque, c'est parce qu'on ne parvient pas à parler. Lorsque je suis peut-être sous-préfet ou bien préfet, je pense que je suis au-dessus de mes sujets, donc je les considère comme des sujets, je suis supérieur, je n'ai pas à discuter avec eux. S'il y a des voix qui s'élèvent, je pense que la meilleure force, c'est de lui faire taire. Voilà un peu comment nous vivons. Donc il n'y a pas une égalité entre les hommes. Certains se voient supérieurs ou bien plus camerounais que d'autres. Donc, et c'est ça la cause aujourd'hui, parce que dans les débuts de la crise anglophone que nous vivons aujourd'hui, si on avait peut-être prôné le dialogue ou bien la communication des partis, c'est que nous ne sommes pas arrivés à ce stade. C'est juste parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pensé qu'il était au-dessus des autres, que les autres n'avaient pas le droit de parler. Et au quotidien, on vit des violations des droits de l'homme de toutes sortes. Même chose avec la crise post-électorale. Tu vois que même jusqu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il faut peut-être avoir une séance de dialogue ou bien de communication. On pense toujours à pousser le point jusqu'au bout. Si ça ne te plaît pas, je continue à faire ce que j'ai en tête, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et s'il faut toujours penser avec ce genre de mentalité, on ne peut pas avancer dans les droits de l'homme, parce que au quotidien nos droits seront bafoués.
On ne peut pas... Oui, tout à l'heure, parlait du système. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a à un moment donné un problème qui soit lié à des individus qui sont un tout petit peu zélés? Si je reviens à votre cas, la façon dont vous, par exemple, vous avez été interpellé à Douala il y a quelque temps, on a eu le sentiment que c'était une sorte de piège de guet-apens. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de faire autrement ou de le faire dans les règles de l'art? Mais s'il y avait la possibilité de faire autrement, je suis avocat, j'ai un domicile bien connu, j'ai un bureau bien connu, ils avaient mes numéros. Ça ne leur coûtait rien peut-être de me convoquer formellement ou bien d'écrire au barreau du Cameroun que bon, faites-moi convoquer Maître Tanfo. Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui voulait être au-dessus pour montrer à Maître Tanfo qu'il est avocat, qu'on peut arrêter comme n'importe qui. On a envoyé cette personne, il est venu vers moi n'ayant aucun document. Et pourtant, il a eu des formations. Il connaît bien la procédure du code procédure pénale, mais il refuse de l'exécuter. Donc, il se prend au-dessus de moi. Et c'est comme ça qu'au quotidien, il viole mes droits. Donc, c'est pour dire que c'est parce qu'on ne se regarde pas. On ne se regarde pas dans un même dans un plateau d'égalité. Et pourtant, on dit que les êtres humains sont égaux dans la déclaration. En droit et en dignité. Voilà. Donc, si quelqu'un pense que parce qu'il est commissaire, ou bien parce qu'il est procureur de la République, il peut prendre sur lui de violer tous les droits d'un citoyen ou qui sont régis même dans la Constitution. Mais c'est qu'on va toujours continuer de vivre des violations au quotidien. C'est ce qui explique le fait qu'on ne peut pas avancer dans ce sens. Moi, je pense que le problème n'est pas... Nous avons les meilleurs textes de loi au Cameroun. Même les conventions que nous avons ratifiées, si on les appliquait même à 50%, c'est que chaque Camerounais peut vivre et vivre à l'aise. On n'allait pas se plaindre. Je prends le cas chez moi. Lorsqu'on dit que un citoyen, si tu commets une infraction, il faut qu'on te convoque, qu'on te donne une convocation. Mais lorsqu'on vient t'arrêter sans convocation, c'est déjà un problème. Tu es devant un officier de police judiciaire, il t'entend, il ne te donne pas l'occasion de faire recours à ton avocat. Ça veut dire qu'il ne veut pas que tu te défendes. Ça veut dire que si tu es malade, on ne veut même pas que tu aies accès à un médecin. Donc ça veut dire qu'on veut te tuer. Et personne n'a le droit de ôter la vie d'autrui. Tu as droit à la vie. Imaginez-vous donc qu'on convoque quelqu'un, on ne lui donne pas l'assistance d'un avocat, il est peut-être devant la barre, il n'a pas l'avocat et on le condamne. Tu vois, il va aller pourrir en prison et peut-être en prison il va perdre sa vie. Voilà donc ce que nous vivons. Parce que on ne veut pas, chacun ne veut pas faire respecter les textes ou bien les lois qu'il a appris pour qu'au moins on puisse avancer dans les droits de l'homme. Vincent Yédé, on a donc de bons textes, il y a manifestement une volonté réelle des pouvoirs publics de donner les outils nécessaires, notamment à ces acteurs qui opèrent dans le champ des droits de l'homme pour pouvoir bien faire leur travail. Mais qu'est-ce qui cloche? Alors, il venait de le dire, l'État dépense beaucoup, il met beaucoup de moyens pour la formation dans le cadre des droits de l'homme, de ses forces de maintien de l'ordre. Et vous allez voir dans les commissariats, par exemple, le traitement, la manière de traiter ce qu'on détient là-bas a changé. C'est-à-dire que nos forces de l'ordre sont capables de bien se comporter. Pour ce qui s'est passé la dernière fois avec les avocats, ça aurait été les Chinois ou les Américains qui n'auraient pas donné l'assaut. Mais là, ils l'ont fait parce que c'était des Camerounais et parce qu'il y a quelqu'un derrière qui a donné l'ordre. Et c'est justement là le problème, c'est le zèle de certains fonctionnaires qui, justement, au-delà d'être des fonctionnaires, sont des politiciens et règlent des comptes politiques à travers leur casquette de fonctionnaires. C'est assez compliqué ce que je suis en train de dire là. Vous allez voir le zèle d'un sous-préfet qui pourtant sait comment les choses se passent et en fonction de l'acteur en face décide de se comporter d'une manière contraire à une autre en fonction de l'acteur de l'autre côté. Donc ça pose véritablement un problème. Le Cameroun, à l'heure actuelle, en réalité, est en mesure de faire respecter les droits de l'homme, de respecter les droits de l'homme dans tous les domaines de la société parce qu'il a formé des gens
au respect des droits de l'homme, aussi bien au niveau des écoles, de la police, vraiment dans toutes les strates. Mais on manipule ces droits de l'homme là pour régler des comptes politiques. Et là, c'est regrettable pour notre pays. Donc, il suffit tout simplement aujourd'hui qu'il y ait une volonté politique de faire respecter ces droits de l'homme là, et ils seront respectés parce que les gens ont la formation nécessaire. Bon, alors, les ordres viennent d'où? C'est pas trop. Mais comme je le disais, vraiment, notre pays a tous les moyens pour faire respecter les droits de l'homme. Roger Tchokodieu, c'est vrai qu'on parle beaucoup de droits de l'homme, on parle des libertés, mais il y a des analystes qui font observer qu'il faut savoir qu'en face des droits, il y a les devoirs. Est-ce que ces violations des droits ne sont pas la conséquence d'une mauvaise compréhension des devoirs? Bon, mauvaise compréhension des devoirs. Si on reste par exemple sur le terrain des manifestations publiques, oui. Ce sont des manifestations publiques qui sont encadrées. Tout à fait. Il y a des textes, il y a des règles qui régissent tout cela. On a souvent entendu les autorités indiquer que les personnes, par exemple, qui sont interpellées, c'est parce qu'il y a eu des fautes en amont par rapport à ces déclarations-là. Je prends que cet exemple-là, quoi. Oui, risque de trouble à l'ordre public, c'est généralement ce qui est évoqué. Oui, si ça avait été une fois, même si ça avait été 20 fois, on aurait pu dire que, oui, les autorités compétentes, notamment les sous-préfets, pour ne pas les citer, peuvent bénéficier d'une certaine crédibilité lorsqu'ils avancent cet argument-là. On peut dire qu'ils ont raison. Si c'est la première fois, c'est la deuxième fois. Mais à partir de 2008, comme effectivement Vincent Yédé, il me semble l'a faire remarquer sur ce plateau, jusqu'en 2018, 10 ans avec le même motif de rejet, à la limite, écoutez, ce n'est pas tenable. C'est comme quelqu'un disait que le magistrat, le juge justement, ont aussi l'intime conviction. C'est-à-dire qu'il a déterminé l'intime conviction. Mais l'intime conviction ne peut pas être basée sur le faux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner le même argument aux mêmes individus durant 10 ans. Pendant ce temps, d'autres associations proches d'une certaine opinion, d'une certaine idée, peuvent manifester allègrement. Je peux me dire qu'on a les manifestations les plus pacifiques au Cameroun. Pour avoir effectivement été un peu hors du pays, effectivement pour avoir regardé un peu ce qui se passe, on a même des opposants des personnes qui manifestent l'arbre de la paix à main, les mains nues, c'est-à-dire qui ont démontré, si vous voulez, leur sens élevé du respect de la chose d'autrui, ne rien casser. Si une manifestation avait, et on a souvent dit, si on avait accordé au moins une autorisation, si on avait validé une déclaration, disons ça ainsi, et que la manifestation par la suite dégénérait, là on aurait pu dire, bon écoutez, on vous a accordé 2, 3, 4 manifestations, on a vu que ça a dégénéré, ça a débordé, ça et là, vraiment désormais, on préfère ne pas trop le faire, on ne préfère plus trop le faire parce que bon, vous ne parvenez pas à encadrer une manifestation. Ça n'a jamais été le cas. Je pense que le SDF, qui dénombre rien que pour la ville de Douala, près de 53 manifestations, fait 53 déclarations de manifestations qui ont été rejetées. Pendant ce temps, d'autres Camerounais peuvent manifester librement. Donc, dire qu'on a les uns et les autres n'ont pas compris leurs droits, je pense que c'est peut-être un peu trop facile. Non, il y a une volonté, si on veut, malheureusement, de dire aux gens, on vous a accordé votre espace de liberté, c'est dans les médias. L'espace de liberté qui reste la rue, on préfère ne pas pour l'instant vous l'accorder, ou alors on préfère ne plus vous l'accorder. Parce qu'entre 92 jusque dans les années 2000, ça se passait relativement bien. Les gens pouvaient descendre dans la rue, ensuite ils tournaient, puis rentrer chez eux. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Mais après, ça a commencé à se rétrécir, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, descendre dans la rue, c'est tentative de rébellion, d'insurrection, c'est vraiment, vous méritez vous risquez la peine de mort, hein. Et c'est vrai, c'est devant le tribunal militaire. Donc je pense quand même là que on y va un peu trop fort, et qu'il faudrait, à mon sens, ne pas toujours faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas cette liberté-là, mais qu'ils peuvent effectivement l'exprimer. Ils vont tourner 1 heure, 2 heures de temps, ils vont rentrer chez eux. Bon, enfin, on va très bien voir, vu que parfois on dit même qu'ils n'ont pas mobilisé. Oui, ils seront 20 personnes, 30 personnes, ils vont rentrer à la maison, et puis on verra bien. Mais bon, c'est vrai que je voulais qu'on embrasse sur un autre droit. Parce que c'est aussi ça, ne pas écouter les autres. Il y a en ce moment même, c'est vrai, il y a ce droit politique,
Mais le droit à l'éducation, quelqu'un disait que les écoles sont construites. Depuis la rentrée, les parents se plaignent des taux élevés des frais d'APE. À cela est venu s'ajouter, mais les taux pharaoniques des frais de dossier pour les examens et concours. La communauté éducative se plaint. Les enseignants même se plaignent. Qu'est-ce qui fait que ces frais ne sont pas harmonisés d'un lycée à un autre? Tout le monde, les parents se plaignent, mais on fait la soupe. Il y a le refus d'observer ces droits-là à l'éducation, parce qu'il y a des enfants qui ne vont pas envoyer les dossiers, parce que malheureusement c'est assez élevé. Donc ça, il faut également regarder. Très bien, on va avoir l'occasion de revenir sur cette question dans la deuxième partie de cette émission d'Equinox ce soir. Le temps pour nous de retrouver JBB. Gilbert Bissay, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa. La grande édition du journal de 20h dans quelques minutes. Les grandes articulations ce soir. Au menu du 20h, nous allons parler de l'insécurité ambiante dans la ville de Douala. Une femme a été agressée et violée par un gang de 6 présumés malfrats au quartier Lokbessou, c'est à Douala 5e. Après plus de 2 semaines de chasse à l'homme, ces bourreaux ont été capturés ou mis aux arrêts par les éléments du groupement mobile d'intervention au numéro 2. Vous verrez le film de la reconstitution des faits dans le 20h. Et à l'international, au Ghana, l'opposition conteste les résultats de l'élection présidentielle remportée par le président sortant Nana Akufo-Addo. Et tout juste à côté, en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié dissout ou met fin au Conseil national de transition qui avait été mis sur pied au lendemain de la réélection du président Alassane Dramane Ouattara. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse, c'est à suivre dans le 20h du Val-Frangua. Bien, on vous retrouve donc dans quelques minutes pour la grande édition du journal. Et juste derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie des ce soir, le débrief. Et avec nos invités sur le plateau, Maître Richard Tanfou, Rodrigue Tchokodieu et Vincent Yédé.